Les 45 par Alexandre Dumas, partie 18 du livre audio, tome 3. 68. Explication. Le danger que bravait Rémi était un danger réel, car le voyageur de la nuit, après avoir dépassé le bourg et couru un quart de lieue en avant, ne voyant plus personne sur la route, s'aperçut bien que ceux qu'il suivait s'étaient arrêtés dans le village. Il ne voulut point revenir sur ses pas, sans doute pour mettre à sa poursuite le moins d'affectation possible. Mais il se coucha dans un champ de trèfle, ayant eu le soin de faire descendre son cheval dans un de ces fossés profonds qui, en Flandre, servent de clôture aux héritages. Il résultait de cette manœuvre que le jeune homme se trouvait à portée de tout voir sans être vu. Ce jeune homme, on l'a déjà reconnu, comme Rémi l'avait reconnu lui-même, et comme la dame l'avait soupçonné. Ce jeune homme, c'était Henri du Bouchage, qu'une étrange fatalité jetait une fois encore en présence de la femme qu'il avait juré de fuir. Après son entretien avec Rémi sur le seuil de la maison mystérieuse, c'est-à-dire après la perte de toutes ses espérances, Henri était revenu à l'hôtel de Joyeuse, bien décidé, comme il l'avait dit, à quitter une vie qui se présentait pour lui si misérable à son aurore. Et en gentilhomme de cœur, en bon fils, car il avait le nom de son père à garder pur, il s'était résolu au glorieux suicide du champ de bataille. Or, on se battait en Flandre. Le duc de Joyeuse, son frère, commandait une armée et pouvait lui choisir une occasion de bien quitter la vie. Henri n'hésita point. Il sortit de son hôtel à la fin du jour suivant, c'est-à-dire 20 heures après le départ de Rémi et de sa compagne. Des lettres arrivées de Flandre annonçaient un coup de main décisif sur Anvers. Henri se flatta d'arriver à temps. Il se complaisait dans cette idée que, du moins, il mourrait l'épée à la main, dans les bras de son frère, sous un drapeau français. Que sa mort ferait grand bruit, et que ce bruit percerait les ténèbres dans lesquelles vivait la dame de la maison mystérieuse. Noble folie, glorieux et sombre rêve. Henri se reput 4 jours entiers de sa douleur, et surtout de cet espoir qu'elle allait bientôt finir. Au moment où, tout entier à ses rêves de mort, il apercevait la flèche aiguë du clocher de Valenciennes, et où 8 heures sonnaient à la ville, il s'aperçut qu'on allait fermer les portes. Il piqua son cheval des deux et faillit, en passant sur le pont-levis, renverser un homme qui rattachait les sangles du sien. Henri n'était pas un de ces nobles insolents qui foulent aux pieds tout ce qui n'est point un écusson. Il fit en passant des excuses à cet homme qui se retourna au son de sa voix, puis se détourna aussitôt. Henri, emporté par l'action de son cheval, qu'il essayait d'arrêter en vain, Henri tressaillit comme s'il eût vu ce qu'il ne s'attendait pas à voir. « Oh, je suis fou, pensa-t-il, Rémi à Valenciennes. Rémi que j'ai laissé, il y a 4 jours, rue de Bussy. Rémi sans sa maîtresse, car il avait pour compagnon un jeune homme, ce me semble. En vérité, la douleur me trouble le cerveau, m'altère la vue à ce point que tout ce qui m'entoure revêt la forme de mes immuables idées. » Et, continuant son chemin, il était entré dans la ville sans que le soupçon qui avait effleuré son esprit y eût pris racine un seul instant. À la première hôtellerie qu'il trouva sur son chemin, il s'arrêta, jeta la bride aux mains d'un valet d'écurie et s'assit devant la porte, sur un banc, pendant qu'on préparait sa chambre et son souper. Mais tandis que, pensif, il était assis sur ce banc, il vit s'avancer les 2 voyageurs qui marchaient côte à côte. Et il remarqua que celui qu'il avait pris pour Rémi tournait fréquemment la tête. L'autre avait le visage caché sous l'ombre d'un chapeau à large bord. Rémi, en passant devant l'hôtellerie, vit Henri sur le banc et détourna encore la tête. Mais cette précaution même contribua à le faire reconnaître. « Oh, cette fois, murmura Henri, je ne me trompe point. Mon sang est froid, mon œil clair, mes idées fraîches. Revenu d'une première hallucination, je me possède complètement. Or, le même phénomène se produit, et je crois encore reconnaître, dans l'un de ces voyageurs, Rémi, c'est-à-dire le serviteur de la maison du faubourg.
Non, continua-t-il, je ne puis rester dans une pareille incertitude, et sans retard, il faut que j'éclaircisse mes doutes. Henri, cette résolution prise, se leva et marcha dans la grande rue sur les traces des 2 voyageurs. Mais soit que ceux-ci fussent déjà entrés dans quelque maison, soit qu'ils eussent pris une autre route, Henri ne les aperçut plus. Il courut jusqu'aux portes, elles étaient fermées. Donc les voyageurs n'avaient pas pu sortir. Henri entra dans toutes les hôtelleries, questionna, chercha et finit par apprendre qu'on avait vu 2 cavaliers se dirigeant vers une auberge de mince apparence, située rue du Beffroi. L'hôte était occupé à fermer lorsque Dubouchage entra, tandis que cet homme affriandé par la bonne mine du jeune voyageur lui offrait sa maison et ses services. Henri plongeait ses regards dans l'intérieur de la chambre d'entrée, et de l'endroit où il se trouvait, pouvait apercevoir encore, sur le haut de l'escalier, Rémi lui-même, lequel montait, éclairé par la lampe d'une servante. Il ne put voir son compagnon, qui, sans doute, étant passé le premier, avait déjà disparu. Au haut de l'escalier, Rémi s'arrêta. En le reconnaissant positivement, cette fois, le comte avait poussé une exclamation, et au son de la voix du comte, Rémi s'était retourné. Aussi, à son visage si remarquable par la cicatrice qui le labourait, à son regard plein d'inquiétude, Henri ne conserva-t-il aucun doute, et, trop ému pour prendre un parti à l'instant même, s'éloigna-t-il en se demandant, avec un horrible serrement de cœur, pourquoi Rémi avait quitté sa maîtresse, et pourquoi il se trouvait seul sur la même route que lui. Nous disons seul parce que Henri n'avait d'abord prêté aucune attention au second cavalier. Sa pensée roulait d'abîme en abîme. Le lendemain, à l'heure de l'ouverture des portes, lorsqu'il crut pouvoir se trouver face à face avec les 2 voyageurs, il fut bien surpris d'apprendre que, dans la nuit, ces 2 inconnus avaient obtenu du gouverneur la permission de sortir, et que, contre toutes les habitudes, on avait ouvert les portes pour eux. De cette façon, et comme ils étaient partis vers 1h du matin, ils avaient 6 heures d'avance sur Henri. Il fallait rattraper ces 6 heures. Henri mit son cheval au galop et rejoignit à Mons les voyageurs qu'il dépassa. Il vit encore Rémi, mais cette fois, il eût fallu que Rémi fût sorcier pour le reconnaître. Henri s'était affublé d'une casaque de soldat et avait acheté un autre cheval. Toutefois, l'œil défiant du bon serviteur déjoua presque cette combinaison et, à tout hasard, le compagnon de Rémi, prévenu par un seul mot, eut le temps de détourner son visage que Henri, cette fois encore, ne put apercevoir. Mais le jeune homme ne perdit point courage. Il questionna dans la première hôtellerie qui donna asile aux voyageurs, et comme il accompagnait ces questions d'un irrésistible auxiliaire, il finit par apprendre que le compagnon de Rémi était un jeune homme fort beau, mais fort triste, sobre, résigné et ne parlant jamais de fatigue. Henri tressaillit. Un éclair illumina sa pensée. « Ne serait-ce point une femme ?» demanda-t-il. « C'est possible, » répondit l'hôte. « Aujourd'hui, beaucoup de femmes passent ainsi déguisées pour aller rejoindre leurs amants à l'armée de Flandre, et comme notre état à nous autres aubergistes est de ne rien voir, nous ne voyons rien. » Cette explication brisa le cœur de Henri. N'était-il pas probable, en effet, que Rémi accompagnât sa maîtresse déguisée en cavalier ? Alors, et si cela était ainsi, Henri ne comprenait rien que de fâcheux dans cette aventure. Sans doute, comme le disait l'hôte, la dame inconnue allait rejoindre son amant en Flandre. Rémi mentait donc lorsqu'il parlait de ses regrets éternels. Cette fable d'un amour passé qui avait à tout jamais habillé sa maîtresse de deuil, c'était donc lui qui l'avait inventée pour éloigner un surveillant importun. Eh bien, alors, se disait Henri, plus brisé de cette espérance qu'il ne l'avait jamais été de son désespoir. Eh bien, tant mieux. Un moment viendra où j'aurai le pouvoir d'aborder cette femme et de lui reprocher tous ces subterfuges qui abaisseront cette femme, que j'avais placée si haut dans mon esprit et dans mon cœur, au niveau des vulgarités ordinaires. Alors, moi qui m'étais fait l'idée d'une créature presque divine, alors, en voyant de près cette enveloppe si brillante d'une âme toute ordinaire, peut-être me précipiterai-je moi-même, du fait de mes illusions,
du haut de mon amour. » Et le jeune homme s'arrachait les cheveux et se déchirait la poitrine, à cette idée qu'il perdrait peut-être un jour cet amour et ces illusions qui le tuaient, tant il est vrai que mieux vaut un cœur mort qu'un cœur vide. Il en était là, les ayant dépassés comme nous avons dit, et rêvant à la cause qui avait pu pousser en Flandre, en même temps que lui, ces deux personnages indispensables à son existence, lorsqu'il les vit entrer à Bruxelles. Nous savons comment il continua de les suivre. À Bruxelles, Henri avait pris de sérieuses informations sur la campagne projetée par M. le duc d'Anjou. Les Flamands étaient trop hostiles au duc d'Anjou pour bien accueillir un Français de distinction. Ils étaient trop fiers du succès que la cause nationale venait d'obtenir, car c'était déjà un succès que de voir Anvers fermer ses portes aux princes que les Flandres avaient appelés pour régner sur elles. Ils étaient trop fiers, disons-nous, de ce succès pour se priver d'humilier un peu ce gentilhomme qui venait de France, et qui les questionnait avec le plus pur accent parisien, accent qui, à toute époque, apparut si ridicule au peuple belge. Henri conçut dès lors des craintes sérieuses sur cette expédition dont son frère menait une si grande part. Il résolut en conséquence de précipiter sa marche sur Anvers. C'était pour lui une surprise indicible que de voir Rémy et sa compagne, quelque intérêt qu'ils parussent avoir à n'être pas reconnus, suivre obstinément la même route qu'ils suivaient. C'était une preuve que tous deux tendaient à un même but. Au sortir du bourg, Henri, caché dans les trèfles où nous l'avons laissé, était certain, cette fois au moins, de voir en face le visage de ce jeune homme qui accompagnait Rémy. Là, il reconnaîtrait toutes ses incertitudes et y mettrait fin. Et c'est alors, comme nous le disons, qu'il déchirait sa poitrine, tant il avait peur de perdre cette chimère qui le dévorait, mais qui le faisait vivre de 1000 vies, en attendant qu'elle le tuât. Lorsque les deux voyageurs passèrent devant le jeune homme, qu'ils étaient loin de soupçonner, être caché là, la dame était occupée à lisser ses cheveux, qu'elle n'avait point osé renouer à l'hôtellerie. Henri la vit, la reconnut, et faillit rouler évanoui dans le fossé où son cheval paissait tranquillement. Les voyageurs passèrent. Oh, alors, la colère s'empara de Henri, si bon, si patient, tant qu'il avait cru voir chez les habitants de la maison mystérieuse cette loyauté qu'il pratiquait lui-même. Mais après les protestations de Rémy, mais après les hypocrites consolations de la dame, ce voyage, ou plutôt cette disparition, constituait une espèce de trahison envers l'homme qui avait si opiniâtrement, mais en même temps si respectueusement, assiégé cette porte. Lorsque le coup qui venait de frapper Henri fut un peu amorti, le jeune homme secoua ses beaux cheveux blonds, essuya son front couvert de sueur et remonta à cheval, bien décidé à ne plus prendre aucune des précautions qu'un reste de respect lui avait conseillé de prendre, et il se mit à suivre les voyageurs ostensiblement et à visage découvert. Plus de manteau, plus de capuchon, plus d'hésitation dans sa marche. La route était à lui comme aux autres. Il s'en empara tranquillement, réglant le pas de son cheval sur le pas des 2 chevaux qui le précédaient. Il était décidé à ne parler ni à Rémy ni à sa compagne, mais à se faire seulement reconnaître d'eux. « Oh oui, oui, se disait-il, s'il leur reste à tous deux une parcelle de cœur, ma présence, bien qu'amenée par le hasard, n'en sera pas moins un sanglant reproche pour les gens sans foi qui me déchirent le cœur à plaisir. » Il n'avait pas fait 500 pas à la suite des 2 voyageurs que Rémy l'aperçut. Le voyant ainsi délibéré, ainsi reconnaissable, s'avancer le front haut et découvert, Rémy se troubla. La dame s'en aperçut et se retourna. « Ah, dit-elle, n'est-ce pas ce jeune homme, Rémy ?» Rémy essaya encore de lui faire prendre le change et de la rassurer. « Je ne pense point, madame, dit-il. Autant que je puis en juger par l'habit, c'est un jeune soldat wallon qui se rend sans doute à Amsterdam et passe par le théâtre de la guerre pour y chercher aventure. »« N'importe, je suis inquiète, Rémy. »« Rassurez-vous, madame, si ce jeune homme eût été le comte du Bouchage, il nous eût déjà abordés. Vous savez s'il était persévérant. »« Je sais aussi qu'il était respectueux, Rémy, car, sans ce respect même, je me fusse contentée de vous dire « Éloignez-le, Rémy », et je ne m'en fusse point inquiétée davantage.
Eh bien, madame, s'il était si respectueux, ce respect, il l'aura conservé. Et vous n'aurez pas plus à craindre de lui, en supposant que ce soit lui, sur la route de Bruxelles à Anvers, qu'à Paris, dans la rue de Bussy. N'importe, continua la dame en regardant encore derrière elle. Nous voici à Malines. Changeons de chevaux, s'il le faut, pour marcher plus vite. Mais hâtons-nous d'arriver à Anvers. Hâtons-nous. Alors, au contraire, je vous dirais, madame, n'entrons point à Malines. Nos chevaux sont de bonne race. Poussons jusqu'à ce bourg qu'on aperçoit là-bas, à gauche, et qui se nomme, je crois, Villebroc. De cette façon, nous éviterons la ville, l'auberge, les questions, les curieux, et nous serons moins embarrassés pour changer de chevaux ou d'habits si par hasard la nécessité exige que nous en changions. Allons, Rémi, droit au bourg, alors. Ils prirent à gauche, s'engageant dans un sentier à peine frayé, mais qui, cependant, se rendait visiblement à Villebroc. Henri quitta la route au même endroit qu'eux, prit le même sentier qu'eux, et les suivit, gardant toujours sa distance. L'inquiétude de Rémi se manifestait dans ses regards obliques, dans son maintien agité, dans ce mouvement surtout qui lui était devenu habituel de regarder en arrière avec une sorte de menace et d'éperonner tout à coup son cheval. Ces différents symptômes, comme on le comprend bien, n'échappaient point à sa compagne. Ils arrivèrent à Villebroc. Des 200 maisons dont se composait ce bourg, pas une n'était habitée. Quelques chiens oubliés, quelques chats perdus couraient, effarés dans cette solitude. Les uns appelant leur maître avec de longs hurlements, les autres fuyant légèrement et s'arrêtant, lorsqu'ils se croyaient en sûreté, pour montrer leur museau mobile sous la traverse d'une porte ou par le soupirail d'une cave. Rémi heurta en 20 endroits, ne vit rien et ne fut entendu de personne. De son côté, Henri, qui semblait une ombre attachée au pas des voyageurs, de son côté, Henri s'était arrêté à la première maison du bourg, avait heurté à la porte de cette maison, mais tout aussi inutilement que ceux qui le précédaient, et alors, ayant deviné que la guerre était cause de cette désertion, il attendait, pour se remettre en route, que les voyageurs eussent pris un parti. C'est ce qu'ils firent après que leurs chevaux eurent déjeuné avec le grain que Rémi trouva dans le coffre d'une hôtellerie abandonnée. « Madame, dit alors Rémi, nous ne sommes plus dans un pays calme, ni dans une situation ordinaire. Il ne convient pas que nous nous exposions comme des enfants. Nous allons certainement tomber dans une bande de Français ou de Flamands, sans compter les partisans espagnols, car dans la situation étrange où sont les Flandres, les routiers de toutes les espèces, les aventuriers de tous les pays doivent y pulluler. Si vous étiez un homme, je vous tiendrais un autre langage. Mais vous êtes femme, vous êtes jeune, vous êtes belle. Vous courez donc un double danger pour votre vie et pour votre honneur. »« Oh, ma vie, ce n'est rien, dit la dame. »« C'est tout, au contraire, madame, répondit Rémi, lorsque la vie a un but. »« Eh bien, que proposez-vous alors ? Pensez et agissez pour moi, Rémi. Vous savez que ma pensée, à moi, n'est pas sur cette terre. »« Alors, madame, répondit le serviteur, demeurons ici. Si vous m'en croyez, j'y vois beaucoup de maisons qui peuvent offrir un abri sûr. J'ai des armes, nous nous défendrons, ou nous nous cacherons, selon que j'estimerai que nous serons assez forts ou trop faibles. »« Non, Rémi, non, je dois aller en avant, rien ne m'arrêtera, répondit la dame en secouant la tête. Je ne concevrais de crainte que pour vous, si j'avais des craintes. »« Alors, fit Rémi, marchons. » Et il poussa son cheval sans ajouter une parole. La dame inconnue le suivit, et Henri du Bouchage, qui s'était arrêté en même temps qu'eux, se remit en marche avec eux. 69. L'eau. Au fur et à mesure que les voyageurs avançaient, le pays prenait un aspect étrange. Il semblait que les campagnes fussent désertées comme les bourgs et les villages. En effet, nulle part les vaches paissant dans les prairies, nulle part la chèvre se suspendant au flanc de la montagne ou se dressant le long des haies pour atteindre les bourgeons verts des ronces et des vignes vierges, nulle part le troupeau et son berger, nulle part la charrue et son travailleur, plus de marchands forains passant d'un pays à un autre, sa balle sur le dos, plus de charretiers chantant le chant rauque de l'homme du Nord et qui se balance en marchant près de sa lourde charrette, un fouet bruyant à la main.
Aussi loin que s'étendait la vue dans ces plaines magnifiques, sur les petits coteaux, dans les grandes herbes, à la lisière des bois, pas une figure humaine, pas une voix. On eût dit la nature la veille du jour où l'homme et les animaux furent créés. Le soir venait. Henri, saisi de surprise et rapproché par le sentiment des voyageurs qui le précédaient, Henri demandait à l'air, aux arbres, aux horizons lointains, aux nuages même, l'explication de ce phénomène sinistre. Les seuls personnages qui animassent cette morne solitude, c'étaient, se détachant sur la teinte pourprée du soleil couchant, Rémi et sa compagne, penchés pour écouter si quelque bruit ne viendrait pas jusqu'à eux, puis, en arrière, à 100 pas d'eux, la figure de Henri, conservant sans cesse la même distance et la même attitude. La nuit descendit sombre et froide. Le vent du nord-ouest siffla dans l'air et emplit ces solitudes de son bruit plus menaçant que le silence. Rémi arrêta sa compagne en posant la main sur les rênes de son cheval. « Madame, lui dit-il, vous savez si je suis inaccessible à la crainte. Vous savez si je ferais un pas en arrière pour sauver ma vie. Eh bien, ce soir, quelque chose d'étrange se passe en moi. Une torpeur inconnue enchaîne mes facultés, me paralyse et me défend d'aller plus loin. Madame, appelez cela terreur, timidité, panique même. Madame, je vous le confesse, pour la première fois de ma vie, j'ai peur. » La dame se retourna. Peut-être tous ces présages menaçants lui avaient-ils échappé, peut-être n'avait-elle rien vu. « Il est toujours là ?» demanda-t-elle. « Oh, ce n'est plus de lui qu'il est question, » répondit Rémi. « Ne songez plus à lui, je vous prie. Il est seul, et je vaux un homme seul. Non, le danger que je crains, ou plutôt que je sens, que je devine, avec un sentiment d'instinct bien plutôt qu'à l'aide de ma raison, ce danger qui s'approche, qui nous menace, qui nous enveloppe peut-être, ce danger est autre. Il est inconnu, et voilà pourquoi je l'appelle un danger. » La dame secoua la tête. « Tenez, madame, dit Rémi, voyez-vous là-bas des saules qui courbent leurs cimes noires ? » « Oui. À côté de ces arbres, j'aperçois une petite maison. Par grâce, allons-y. Si elle est habitée, raison de plus pour que nous demandions l'hospitalité. Si elle ne l'est pas, emparons-nous-en, madame. Ne faites pas d'objection, je vous en supplie. » L'émotion de Rémi, sa voix tremblante, l'incisive persuasion de ses discours décidèrent sa compagne à céder. Elle tourna la bride de son cheval dans la direction indiquée par Rémi. Quelques minutes après, les voyageurs heurtaient à la porte de cette maison, bâtie en effet sous un massif de saules. Un ruisseau, affluent de la Nette, petite rivière qui coulait à un quart de lieue de là, un ruisseau enfermé entre deux bras de roseaux et deux rives de gazon, baignait le pied des saules de son eau murmurante. Derrière la maison, bâtie en briques et couverte de tuiles, s'arrondissait un petit jardin enclos d'une haie vive. Tout cela était vide, solitaire, désolé. Personne ne répondit aux coups redoublés que frappèrent les voyageurs. Rémi n'hésita point. Il tira son couteau, coupa une branche de saule, l'introduisit entre la porte et la serrure, et pesa sur le pêne. La porte s'ouvrit. Rémi entra vivement. Il mettait à toutes ses actions depuis 1 heure l'activité d'un homme travaillé par la fièvre. La serrure, produit grossier de l'industrie d'un forgeron voisin, avait cédé presque sans résistance. Rémi poussa précipitamment sa compagne dans la maison, poussa la porte derrière lui, tira un verrou massif et ainsi retranché, respira comme s'il venait de gagner la vie. Non content d'avoir abrité ainsi sa maîtresse, il l'installa dans l'unique chambre du premier étage, où, en tâtonnant, il rencontra un lit, une chaise et une table. Puis, un peu tranquillisé sur son compte, il redescendit au rez-de-chaussée, et, par un contrevent entr'ouvert, il se mit à guetter par une fenêtre grillée les mouvements du comte, qui, en les voyant entrer dans la maison, s'en était rapproché à l'instant même. Les réflexions de Henri étaient sombres et en harmonie avec celles de Rémi. Bien certainement, se disait-il, quelque danger inconnu à nous, mais connu des habitants, plane sur le pays. La guerre ravage la contrée. Les Français ont emporté Anvers ou vont l'emporter. Saisis de terreur, les paysans ont été chercher un refuge dans les villes.
Cette explication était spécieuse, et cependant elle ne satisfaisait pas le jeune homme. D'ailleurs, elle le ramenait à un autre ordre de pensée. « Que vont faire de ce côté Rémi et sa maîtresse ?» se demandait-il. « Quelle impérieuse nécessité les pousse vers ce danger terrible ? Oh, je le saurai, car le moment est enfin venu de parler à cette femme et d'en finir à jamais avec tous mes doutes. Nulle part encore l'occasion ne s'est présentée aussi belle. » Et il s'avança vers la maison. Mais tout à coup, il s'arrêta. « Non, non, dit-il, avec une de ces hésitations subites si communes dans les cœurs amoureux. Non, je serai martyr jusqu'au bout. D'ailleurs, n'est-elle pas maîtresse de ses actions, et sait-elle quelle fable a été forgée sur elle par ce misérable Rémi ? Oh, c'est à lui seul que j'en veux, à lui qui m'assurait qu'elle n'aimait personne. Mais soyons justes encore, cet homme devait-il pour moi, qu'il ne connaît pas, trahir les secrets de sa maîtresse ? Non, non, mon malheur est certain, et ce qu'il y a de pire dans mon malheur, c'est qu'il vient de moi seul, et que je ne puis en rejeter le poids sur personne. Ce qui lui manque, c'est la révélation entière de la vérité, c'est de voir cette femme arriver au camp, suspendre ses bras au cou de quelque gentilhomme, et lui dire « Vois ce que j'ai souffert, et comprends combien je t'aime. » Eh bien, je la suivrai jusque-là. Je verrai ce que je tremble de voir, et j'en mourrai. Ce sera de la peine épargnée aux mousquets et aux canons. Hélas, vous le savez, mon Dieu, ajoutait Henri avec un de ces élans, comme il en trouvait parfois au fond de son âme, pleine de religion et d'amour. Je ne cherchais pas cette suprême angoisse. Je m'en allais, souriant, à une mort réfléchie, calme, glorieuse. Je voulais tomber sur le champ de bataille, avec un nom sur les lèvres, le vôtre, mon Dieu, avec un nom dans le cœur, le sien. Vous ne l'avez pas voulu, vous me destinez à une mort désespérée, pleine de fiel et de torture. Soyez bénis, j'accepte. » Puis, se rappelant ces jours d'attente et ces nuits d'angoisse qu'il avait passées en face de cette inexorable maison, il trouvait qu'à tout prendre, à part ce doute qui lui rongeait le cœur, sa position était moins cruelle qu'à Paris, car il la voyait parfois, il entendait le son de sa parole, qu'il n'avait jamais entendu, et marchant à sa suite, quelques-uns de ces arômes vivaces qui émanent de la femme que l'on aime venaient, mêlés à la brise, lui caresser le visage. Aussi continuait-il, les yeux fixés sur cette chaumière où elle était renfermée. Mais en attendant cette mort, et tandis qu'elle repose dans cette maison, je prends ces arbres pour abri, et je me plains, moi qui puis entendre sa voix si elle parle, moi qui puis apercevoir son ombre derrière la fenêtre. Oh non, non, je ne me plains pas, Seigneur. Seigneur, je suis encore trop heureux. Et Henri se coucha sous ses saules, dont les branches couvraient la maison, écoutant avec un sentiment de mélancolie impossible à décrire le murmure de l'eau qui coulait à ses côtés. Tout à coup, il tressaillit. Le bruit du canon retentissait du côté du nord et passait emporté par le vent. « Ah, se dit-il, j'arriverai trop tard. On attaque Anvers. » Le premier mouvement de Henri fut de se lever, de remonter à cheval et de courir, guidé par le bruit, là où l'on se battait. Mais pour cela, il fallait quitter la dame inconnue et mourir dans le doute. S'il ne l'avait point rencontrée sur sa route, Henri eût suivi son chemin sans un regard en arrière, sans un soupir pour le passé, sans un regret pour l'avenir. Mais, en la rencontrant, le doute était entré dans son esprit, et avec le doute, l'irrésolution. Il resta. Pendant 2 heures, il resta couché, prêtant l'oreille aux détonations successives qui arrivaient jusqu'à lui, se demandant quelles pouvaient être ces détonations irrégulières et plus fortes qui, de temps en temps, étaient venues couper les autres. Il était loin de se douter que ces détonations étaient causées par les vaisseaux de son frère qui sautaient. Enfin, vers 2 heures, tout se calma. Vers 2h30, tout se tut. Le bruit du canon n'était point parvenu, à ce qu'il paraissait, dans l'intérieur de la maison, où, s'il y était parvenu, les habitants provisoires y étaient demeurés insensibles. À cette heure, se disait Henri, Anvers est pris et mon frère est vainqueur. Mais après Anvers viendra Gand, après Gand, Bruges, et l'occasion ne me manquera pas pour mourir glorieusement. Mais, avant de mourir, je veux savoir ce que va chercher cette femme au camp des Français. Et comme, à la suite de toutes ces commotions qui avaient ébranlé l'air,
la nature était rentrée dans son repos, joyeuse, enveloppée de son manteau, rentra dans son immobilité. Il était tombé dans cette espèce d'assoupissement à laquelle, vers la fin de la nuit, la volonté de l'homme ne peut résister, lorsque son cheval, qui paissait à quelques pas de lui, dressa l'oreille et hennit tristement. Henri ouvrit les yeux. L'animal, debout sur ses 4 pieds, la tête tournée dans une autre direction que celle du corps, aspirait la brise, qui, ayant tourné à l'approche du jour, venait du sud-est. « Qu'y a-t-il, mon bon cheval ?» dit le jeune homme en se levant et en flattant le cou de l'animal avec sa main. « Tu as vu passer quelques loutres qui t'effraient, ou tu regrettes l'abri d'une bonne étable ?» L'animal, comme s'il eût entendu l'interpellation, et comme s'il eût voulu y répondre, se porta d'un mouvement franc et vif dans la direction de Lyre, et, l'œil fixe et les naseaux ouverts, il écouta. « Ah ah !» murmura Henri, « c'est plus sérieux à ce qu'il me paraît. Quelques troupes de loups suivant les armées pour dévorer les cadavres ?» Le cheval hennit, baissa la tête, puis, par un mouvement rapide comme l'éclair, il se mit à fuir du côté de l'ouest. Mais, en fuyant, il passa à la portée de la main de son maître, qui le saisit par la bride comme il passait et l'arrêta. Henri, sans rassembler les rênes, l'empoigna par la crinière et sauta en selle. Une fois là, comme il était bon cavalier, il se fit maître de l'animal et le contint. Mais, au bout d'un instant, ce que le cheval avait entendu, Henri commença de l'entendre lui-même. Et cette terreur qu'avait ressentie la brute grossière, l'homme fut étonné de la ressentir à son tour. Un long murmure, pareil à celui du vent, strident et grave à la fois, s'élevait des différents points d'un demi-cercle qui semblait s'étendre du sud au nord. Des bouffées d'une brise fraîche et comme chargées de particules d'eau éclaircissaient par intervalles ce murmure, qui alors devenait semblable au fracas des marées montantes sur les grèves caillouteuses. « Qu'est-ce que cela ?» demanda Henri. « Serait-ce le vent ? Non, puisque c'est le vent qui m'apporte ce bruit, et que les 2 sons m'apparaissent distincts. Une armée en marche, peut-être ? Mais non. » Il pencha son oreille vers la terre. J'entendrais la cadence des pas, le froissement des armures, l'éclat des voix. Est-ce le crépitement d'un incendie ? Non encore, car on n'aperçoit aucune lueur à l'horizon et le ciel semble même se rembrunir. Le bruit redoubla et devint distinct. C'était le roulement incessant, ample, grondant, que produiraient des milliers de canons traînés au loin sur un pavé sonore. Henri crut un instant avoir trouvé la raison de ce bruit en l'attribuant à la cause que nous avons dite, mais aussitôt « Impossible, dit-il, il n'y a point de chaussée pavée de ce côté, il n'y a pas 1000 canons dans l'armée. » Le bruit approchait toujours. Henri mit son cheval au galop et gagna une éminence. « Que vois-je » s'écria-t-il en atteignant le sommet. Ce que voyait le jeune homme, son cheval l'avait vu avant lui, car il n'avait pu le faire avancer dans cette direction qu'en lui déchirant le flanc avec ses éperons, et lorsqu'il fut arrivé au sommet de la colline, il se cabra à renverser son cavalier sous lui. Ce qu'il voyait, cheval et cavalier, c'était, à l'horizon, une bande blafarde, immense, infinie, pareille à un niveau s'avançant sur la plaine, formant un cercle immense et marchant vers la mer. Et cette bande s'élargissait pas à pas aux yeux de Henri, comme une bande d'étoffe qu'on déroule. Le jeune homme regardait encore indécis cet étrange phénomène, lorsqu'en ramenant sa vue sur la place qu'il venait de quitter, il s'aperçut que la prairie s'imprégnait d'eau, que la petite rivière débordait et commençait de noyer, sous sa nappe soulevée sans cause visible, les roseaux qui, un quart d'heure auparavant, se hérissaient sur ses 2 rives. L'eau gagnait tout doucement du côté de la maison. « Malheureux, insensé que je suis !» s'écria Henri. « Je n'avais pas deviné. C'est l'eau, c'est l'eau. Les Flamands ont rompu leur digue. » Henri s'élança aussitôt du côté de la maison et heurta furieusement à la porte. « Ouvrez ! Ouvrez !» cria-t-il. Nul ne répondit. « Ouvrez, Rémi !» cria le jeune homme, furieux à force de terreur. « Ouvrez, c'est moi, Henri du Bouchage. Ouvrez !»« Oh, vous n'avez pas besoin de vous nommer, monsieur le comte, » répondit Rémi de l'intérieur de la maison. « Et il y a longtemps que je vous ai reconnu. Mais je vous préviens d'une chose,
c'est que si vous enfoncez cette porte, vous me trouverez derrière elle, un pistolet à chaque main. »« Mais tu ne comprends donc pas, malheureux !» cria Henri avec un accent désespéré. « L'eau ! L'eau ! C'est l'eau ! Pas de fable, pas de prétexte, pas de ruse déshonorante, monsieur le comte. Je vous dis que vous n'entrerez ici qu'en passant sur mon corps. »« Alors, j'y passerai, » s'écria Henri, « mais j'entrerai. » « Au nom du ciel, au nom de Dieu, au nom de ton salut et de celui de ta maîtresse, veux-tu ouvrir ?»« Non. » Le jeune homme regarda autour de lui et aperçut une de ces pierres homériques, comme en faisait rouler sur ses ennemis Ajax Télamon. Il souleva cette pierre entre ses bras, l'éleva sur sa tête, et s'avançant vers la maison, il la lança dans la porte. La porte vola en éclats. En même temps, une balle siffla aux oreilles de Henri, mais sans le toucher. Henri sauta sur Rémi. Rémi tira son second pistolet, mais l'amorce seule prit feu. « Mais tu vois bien que je n'ai pas d'arme, insensé !» s'écria Henri. « Ne te défends donc plus contre un homme qui n'attaque pas. Regarde seulement, regarde !» Et il le traîna près de la fenêtre, qu'il enfonça d'un coup de poing. « Eh bien, dit-il, vois-tu maintenant, vois-tu ?» Et il lui montrait du doigt la nappe immense qui blanchissait à l'horizon et qui grondait en marchant comme le front d'une armée gigantesque. « L'eau !» murmura Rémi. « Oui, l'eau, l'eau !» s'écria Henri. « Elle envahit, vois à nos pieds, la rivière déborde. Elle monte, dans 5 minutes, on ne pourra plus sortir d'ici. »« Madame !» cria Rémi. « Madame !»« Pas de cris, pas d'effroi, Rémi. Prépare les chevaux, et vite, vite !» « Il l'aime, pensa Rémi. Il la sauvera. » Rémi courut à l'écurie. Henri s'élança vers l'escalier. Au cri de Rémi, la dame avait ouvert sa porte. Le jeune homme l'enleva dans ses bras comme il eût fait d'un enfant. Mais elle, croyant à la trahison ou à la violence, se débattait de toute sa force et se cramponnait aux cloisons. « Dis-lui donc !» cria Henri. « Dis-lui donc que je la sauve !» Rémi entendit l'appel du jeune homme au moment où il revenait avec les 2 chevaux. « Oui, oui !» cria-t-il. « Oui, madame, il vous sauve, ou plutôt, il vous sauvera. Venez, venez !» 70. La fuite. Henri, sans perdre de temps à rassurer la dame, l'emporta hors de la maison et voulut la placer avec lui sur son cheval. Mais elle, avec un mouvement d'invincible répugnance, glissa hors de cet anneau vivant et fut reçue par Rémi, qui l'assit sur le cheval préparé pour elle. « Oh, que faites-vous, madame ?» dit Henri. « Et comment comprenez-vous mon cœur ? Il ne s'agit pas pour moi, croyez-le bien, du plaisir de vous serrer dans mes bras, de vous presser sur ma poitrine d'homme, quoique, pour cette faveur, je fusse prêt à sacrifier ma vie. Il s'agit de fuir plus rapide que l'oiseau. Eh, tenez, 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 les voyez-vous, les oiseaux qui fuient ?» En effet, dans le crépuscule à peine naissant encore, on voyait des nuées de courlis et de pigeons traverser l'espace d'un vol rapide et effaré, et, dans la nuit, domaine ordinaire de la chauve-souris silencieuse, ces vols bruyants, favorisés par la sombre rafale, avaient quelque chose de sinistre à l'oreille, d'éblouissant aux yeux. La dame ne répondit rien, mais, comme elle était en selle, elle poussa son cheval en avant sans détourner la tête. Mais son cheval et celui de Rémi, forcés de marcher depuis 2 jours, étaient fatigués. À chaque instant, Henri se retournait, et, voyant qu'il ne pouvait le suivre, « Voyez, madame, disait-il, comme mon cheval devance les vôtres, et pourtant je le retiens des 2 mains. Par grâce, madame, tandis qu'il en est temps encore, je ne vous demande plus de vous emporter dans mes bras, mais prenez mon cheval et laissez-moi le vôtre. »« Merci, monsieur, répondait la voyageuse, de sa voix toujours calme et sans que la moindre altération se trahît dans son accent. « Mais, madame, s'écriait Henri, en jetant derrière lui des regards désespérés. « L'eau nous gagne. Entendez-vous ? Entendez-vous » En effet, un craquement horrible se faisait entendre en ce moment même. C'était la digue d'un village que venait d'envahir l'inondation. Madriers, supports, terrasses avaient cédé. Un double rang de pilotis s'était brisé avec le fracas du tonnerre, et l'eau, grondant sur toutes ces ruines, commençait d'envahir un bois de chênes dont on voyait frissonner les cimes et dont on entendait craquer les branches, comme si tout un vol de démons passait sous sa feuillée.
Les arbres déracinés s'entrechoquant au pieu, les bois des maisons écroulés flottant à la surface de l'eau, les hennissements et les cris lointains des hommes et des chevaux, entraînés par l'inondation, formaient un concert de sons si étranges et si lugubres que le frisson qui agitait Henri passa jusqu'à l'impassible, l'indomptable cœur de l'inconnu. Elle aiguillonna son cheval, et son cheval, comme s'il eût senti lui-même l'imminence du danger, redoubla d'efforts pour s'y soustraire. Mais l'eau gagnait toujours, et avant 10 minutes, il était évident qu'elle aurait rejoint les voyageurs. À chaque instant, Henri s'arrêtait pour attendre ses compagnons, et alors il leur criait « Plus vite, madame! Par grâce, plus vite! L'eau s'avance, l'eau accourt, la voici !» Elle arrivait, en effet, écumeuse, tourbillante, irritée. Elle emporta comme une plume la maison dans laquelle Rémi avait abrité sa maîtresse. Elle souleva comme une paille la barque attachée aux rives du ruisseau, et, majestueuse, immense, roulant ses anneaux comme ceux d'un serpent, elle arriva, pareille à un mur, derrière les chevaux de Rémi et de l'inconnu. Henri jeta un cri d'épouvante et revint sur l'eau comme s'il eût voulu la combattre. « Mais vous voyez bien que vous êtes perdue !» hurla-t-il, désespéré. « Allons, madame, il est encore temps peut-être. Descendez, venez avec moi, venez !»« Non, monsieur, dit-elle. »« Mais dans une minute, il sera trop tard. Regardez, regardez donc !» La dame détourna la tête. L'eau était à 50 pas à peine. « Que mon sort s'accomplisse, dit-elle. Vous, monsieur, fuyez, fuyez !» Le cheval de Rémi, épuisé, buta des 2 jambes de devant et ne put se relever malgré les efforts de son cavalier. « Sauvez-la, sauvez-la, fût-ce malgré elle !» s'écria Rémi. Et en même temps, comme il se dégageait des étriers, l'eau s'écroula comme un gigantesque monument sur la tête du fidèle serviteur. Sa maîtresse, à cette vue, poussa un cri terrible et s'élança en bas de sa monture, résolue à mourir avec Rémi. Mais Henri, voyant son intention, s'était élancé en même temps qu'elle. Il la saisit en enveloppant sa taille avec son bras droit, et remontant sur son cheval, il partit comme un trait. « Rémi! Rémi !» cria la dame, les bras étendus de son côté. « Rémi !» Un cri lui répondit. Rémi était revenu à la surface de l'eau, et avec cet espoir indomptable, bien qu'insensé, qui accompagne le mourant jusqu'au bout de son agonie, il nageait, soutenu par une poutre. À côté de lui passa son cheval, battant l'eau désespérément avec ses pieds de devant, tandis que le flot gagnait le cheval de sa maîtresse, et que, devant le flot, à 20 pas tout au plus, Henri et sa compagne ne couraient pas, mais volaient sur le 3e cheval, fous de terreur. Rémi ne regrettait plus la vie, puisqu'il espérait, en mourant, que celle qu'il aimait uniquement serait sauvée. « Adieu, madame !»« Adieu !» cria-t-il. « Je pars le premier, et je vais dire à celui qui nous attend que vous vivez pour… » Rémi n'acheva point. Une montagne d'eau passa sur sa tête et alla s'écrouler jusque sous les pieds du cheval de Henri. « Rémi ! Rémi !» cria la dame. « Rémi, je veux mourir avec toi. Monsieur, je veux l'attendre. Monsieur, je veux mettre pied à terre. Au nom du Dieu vivant, je le veux. » Elle prononça ces paroles avec tant d'énergie et de sauvage autorité que le jeune homme desserra ses bras et la laissa glisser à terre en disant « Bien, madame, nous mourrons ici tous 3. Merci à vous qui me faites cette joie que je n'eusse jamais espérée. » Et comme il disait ces mots en retenant son cheval, l'eau bondissante l'atteignit, comme elle avait atteint Rémi, mais, par un dernier effort d'amour, il retint par le bras la jeune femme qui avait mis pied à terre. Le flot les envahit, la lame furieuse les roula durant quelques secondes pêle-mêle avec d'autres débris. C'était un spectacle sublime que le sang-froid de cet homme, si jeune et si dévoué, dont le buste tout entier dominait le flot, tandis qu'il soutenait sa compagne de la main, et que ses genoux, guidant les derniers efforts du cheval expirant, cherchaient à utiliser jusqu'aux suprêmes efforts de son agonie. Il y eut un moment de lutte terrible, pendant lequel la dame, soutenue par la main droite de Henri, continuait de dépasser de la tête le niveau de l'eau, tandis que de la main gauche, Henri écartait les bois flottants et les cadavres dont le choc eût submergé ou écrasé son cheval. Un de ces corps flottants, en passant près d'eux, cria, ou plutôt soupira.
« Adieu, madame, adieu !»« Par le ciel !» s'écria le jeune homme. « C'est Rémi. Eh bien, toi aussi, je te sauverai. » Et, sans calculer le danger de ce surcroît de pesanteur, il saisit la manche de Rémi, l'attira sur sa cuisse gauche et le fit respirer librement. Mais en même temps, le cheval, épuisé du triple poids, s'enfonçait jusqu'au cou, puis jusqu'aux yeux. Enfin, les jarrets brisés, pliant sous lui, il disparut tout à fait. « Il faut mourir, » murmura Henri. « Mon Dieu, prends ma vie, elle fut pure. »« Vous, madame, ajouta-t-il, recevez mon âme, elle était à vous. » En ce moment, Henri sentit Rémi qui lui échappait. Il ne fit aucune résistance pour le retenir. Toute résistance était inutile. Son seul soin fut de soutenir la dame au-dessus de l'eau pour qu'elle, au moins, mourût la dernière, et qu'il se pût dire à lui-même, à son dernier moment, qu'il avait fait tout ce qu'il avait pu pour la disputer à la mort. Tout à coup, et comme il ne songeait plus qu'à mourir lui-même, un cri de joie retentit à ses côtés. Il se retourna et vit Rémi qui venait d'atteindre une barque. Cette barque, c'était celle de la petite maison que nous avons vue soulever par l'eau. L'eau l'avait entraînée, et Rémi, qui avait repris ses forces grâce au secours que lui avait porté Henri, Rémi, la voyant passer à sa portée, s'était détaché du groupe, haletant, et en 2 brassées l'avait atteinte. Ses 2 rames étaient attachées à son abordage, une gaffe roulait au fond. Il tendit la gaffe à Henri qui la saisit, entraînant avec lui la dame, qu'il souleva par-dessous ses épaules et que Rémi reprit de ses mains. Puis, lui-même, saisissant le rebord de la barque, il monta près d'eux. Les premiers rayons du jour naissaient, montrant les plaines inondées et la barque se balançant comme un atome sur cet océan tout couvert de débris. À 200 pas à peu près, vers la gauche, s'élevait une petite colline qui, entièrement entourée d'eau, semblait une île au milieu de la mer. Henri saisit les avirons et rama du côté de la colline, vers laquelle, d'ailleurs, le courant les portait. Rémi prit la gaffe et, debout à l'avant, s'occupa d'écarter les poutres et les madriers contre lesquels la barque pouvait se heurter. Grâce à la force de Henri, grâce à l'adresse de Rémi, on aborda, ou plutôt, on fut jeté contre la colline. Rémi sauta à terre et saisit la chaîne de la barque, qu'il tira vers lui. Henri s'avança pour prendre la dame entre ses bras, mais elle étendit la main et, se levant seule, elle sauta à terre. Henri poussa un soupir. Un instant, il eut l'idée de se rejeter dans l'abîme et de mourir à ses yeux, mais un irrésistible sentiment l'enchaînait à la vie, tant qu'il voyait cette femme, dont il avait si longtemps désiré la présence sans l'obtenir jamais. Il tira la barque à terre et alla s'asseoir à 10 pas de la dame et de Rémi, livide, dégoûtant d'une eau qui s'échappait de ses habits, plus douloureuse que le sang. Ils étaient sauvés du danger le plus pressant, c'est-à-dire de l'eau. L'inondation, si forte qu'elle fût, ne monterait jamais à la hauteur de la colline. Au-dessous d'eux, dès lors, ils pouvaient contempler cette grande colère des flots qui n'a de colère au-dessus d'elle que celle de Dieu. Henri regardait passer cette eau rapide, grondante, qui charriait des amas de cadavres français près d'eux, leurs chevaux et leurs armes. Rémi ressentait une vive douleur à l'épaule. Un madrier flottant l'avait atteint au moment où son cheval s'était dérobé sous lui. Quant à sa compagne, à part le froid qu'elle éprouvait, elle n'avait aucune blessure. Henri l'avait garantie de tout ce dont il était en son pouvoir de la garantir. Henri fut bien surpris de voir que ces 2 êtres, si miraculeusement échappés à la mort, ne remerciaient que lui et n'avaient pas eu pour Dieu, premier auteur de leur salut, une seule action de grâce. La jeune femme fut debout la première. Elle remarqua qu'au fond de l'horizon, du côté de l'Occident, on apercevait quelque chose comme des feux à travers la brume. Il va sans dire que ces feux brûlaient sur un point élevé que l'inondation n'avait pu atteindre. Autant qu'on pouvait en juger au milieu de ce froid crépuscule qui succédait à la nuit, ces feux étaient distants d'1 lieue environ. Rémi s'avança sur le point de la colline qui se prolongeait du côté de ces feux, et il revint dire qu'il croyait qu'à 1000 pas à peu près de l'endroit où l'on avait pris terre, commençait une espèce de jetée qui s'avançait en droite ligne vers les feux. Ce qui faisait croire à Rémi à une jetée, ou tout au moins à un chemin,
C'était une double ligne d'arbres, directe et régulière. Henri fit à son tour ses observations, qui se trouvèrent concorder avec celles de Rémy. Mais cependant, il fallait, dans cette circonstance, donner beaucoup au hasard. L'eau, entraînée sur la déclivité de la plaine, les avait rejetés à gauche de leur route, en leur faisant décrire un angle considérable. Cette dérivation, ajoutée à la course insensée des chevaux, leur ôtait tout moyen de s'orienter. Il est vrai que le jour venait, mais nuageux et tout chargé de brouillard. Dans un temps clair et sur un ciel pur, on eût aperçu le clocher de Malines, dont on ne devait être éloigné que de 2 lieues à peu près. « Eh bien, monsieur le comte, demanda Rémy, que pensez-vous de ces feux ?»« Ces feux, qui semblent vous annoncer, à vous, un abri hospitalier, me semblent menaçants à moi, et je m'en défie. Et pourquoi cela ?»« Rémy, dit Henri en baissant la voix, voyez tous ces cadavres. Tous sont français, pas un n'est flamand. Ils nous annoncent un grand désastre. Les digues ont été rompues pour achever de détruire l'armée française, si elle a été vaincue. Pour détruire l'effet de sa victoire, si elle a triomphé. Pourquoi ces feux ne seraient-ils pas aussi bien allumés par des ennemis que par des amis ? Ou pourquoi ne serait-il pas tout simplement une ruse ayant pour but d'attirer les fugitifs ? Cependant, dit Rémy, nous ne pouvons demeurer ici. Le froid et la faim tueraient ma maîtresse. Vous avez raison, Rémy, dit le comte. Demeurez ici avec madame. Moi, je vais gagner la jetée, et je viendrai vous rapporter des nouvelles. Non, monsieur, dit la dame. Vous ne vous exposerez pas seul. Nous nous sommes sauvés tous ensemble. Nous mourrons tous ensemble. Rémy, votre bras, je suis prête. Chacune des paroles de cette étrange créature avait un accent irrésistible d'autorité, auquel personne n'avait l'idée de résister un seul instant. Henri s'inclina et marcha le premier. L'inondation était plus calme. La jetée, qui venait aboutir à la colline, formait une espèce d'anse où l'eau s'endormait. Tous trois montèrent dans le petit bateau, et le bateau fut lancé de nouveau au milieu des débris et des cadavres flottants. Un quart d'heure après, ils abordaient à la jetée. Ils assurèrent la chaîne du bateau au pied d'un arbre, prirent terre de nouveau, suivirent la jetée pendant 1 heure à peu près, et arrivèrent à un groupe de cabanes flamandes au milieu duquel, sur une place plantée de tilleuls, étaient réunis, autour d'un grand feu, 200 ou 300 soldats au-dessus desquels flottaient les plis d'une bannière française. Tout à coup, la sentinelle, placée à 100 pas à peu près du bivouac, aviva la mèche de son mousquet en criant « Qui vive ?» « France !» répondit du bouchage. Puis, se retournant vers Diane, « Maintenant, madame, dit-il, vous êtes sauvée. Je reconnais le guidon des gendarmes d'Aunis, corps de noblesse dans lequel j'ai des amis. » Au cri de la sentinelle et à la réponse du comte, quelques gendarmes accoururent en effet au-devant des nouveaux venus, 2 fois bien accueillis au milieu de ce désastre terrible, d'abord parce qu'ils survivaient au désastre, ensuite parce qu'ils étaient des compatriotes. Henri se fit reconnaître tant personnellement qu'en nommant son frère. Il fut ardemment questionné et raconta de quelle façon miraculeuse lui et ses compagnons avaient échappé à la mort, mais sans rien dire autre chose. Rémy et sa maîtresse s'assirent silencieusement dans un coin. Henri les alla chercher pour les inviter à s'approcher du feu. Tous 2 étaient encore ruisselants d'eau. « Madame, dit-il, vous serez respectée ici comme dans votre maison. Je me suis permis de dire que vous étiez une de mes parentes. Pardonnez-moi. » Et sans attendre les remerciements de ceux auxquels il avait sauvé la vie, Henri s'éloigna pour rejoindre les officiers qui l'attendaient. Rémy et Diane échangèrent un regard qui, s'il eût été vu du comte, eût été le remerciement si bien mérité de son courage et de sa délicatesse. Les gendarmes d'Aunis, auxquels nos fugitifs venaient de demander l'hospitalité, s'étaient retirés en bon ordre après la déroute et le sauve-qui-peut des chefs. Partout où il y a homogénéité de position, identité de sentiments et habitude de vivre ensemble, il n'est point rare de voir la spontanéité dans l'exécution après l'unité dans la pensée. C'est ce qui était arrivé cette nuit même aux gendarmes d'Aunis. Voyant leurs chefs les abandonner et les autres régiments chercher différents partis pour leur salut, ils s'entre-regardèrent, serrèrent leurs rangs
au lieu de les rompre, mirent leurs chevaux au galop, et sous la conduite d'un de leurs enseignes, qu'ils aimaient fort à cause de sa bravoure, et qu'ils respectaient à un degré égal à cause de sa naissance, ils prirent la route de Bruxelles. Comme tous les acteurs de cette terrible scène, ils virent tous les progrès de l'inondation, et furent poursuivis par les eaux furieuses. Mais le bonheur voulut qu'ils rencontrassent sur leur chemin le bourg dont nous avons parlé, position forte à la fois contre les hommes et contre les éléments. Les habitants, sachant qu'ils étaient en sûreté, n'avaient pas quitté leur maison, à part les femmes, les vieillards et les enfants qu'ils avaient envoyés à la ville. Aussi les gendarmes d'Aunis, en arrivant, trouvèrent-ils de la résistance. Mais la mort hurlait derrière eux. Ils attaquèrent en hommes désespérés, triomphèrent de tous les obstacles, perdirent 10 hommes à l'attaque de la chaussée, mais se logèrent et firent décamper les Flamands. 1 heure après, le bourg était entièrement cerné par les eaux, excepté du côté de cette chaussée par laquelle nous avons vu aborder Henri et ses compagnons. Tel fut le récit que firent à Dubouchage les gendarmes d'Aunis. « Et le reste de l'armée » demanda Henri. « Regardez, » répondit l'enseigne. « À chaque instant passent des cadavres qui répondent à votre question. »« Mais mon frère » hasarda Dubouchage d'une voix étranglée. « Hélas, monsieur le comte, nous ne pouvons vous en donner de nouvelles certaines. Il s'est battu comme un lion. 3 fois nous l'avons retiré du feu. Il est certain qu'il avait survécu à la bataille, mais à l'inondation, nous ne pouvons le dire. » Henri baissa la tête et s'abîma dans d'amères réflexions. Puis tout à coup, « Et le duc ?» demanda-t-il. L'enseigne se pencha vers Henri et, à voix basse, « Comte, dit-il, le duc s'était sauvé des premiers. Il était monté sur un cheval blanc sans aucune tache qu'une étoile noire au front. Eh bien, tout à l'heure, nous avons vu passer le cheval au milieu d'un amas de débris. La jambe d'un cavalier était prise dans l'étrier et surnageait à la hauteur de la selle. « Grand Dieu !» s'écria Henri. « Grand Dieu !» murmura Rémy qui, à ces mots du comte, et le duc, s'étant levé, venait d'entendre ce récit et dont les yeux se reportèrent vivement sur sa pâle compagne. « Après » demanda le comte. « Oui, après » balbutia Rémy. « Eh bien, dans le remous que formait l'eau à l'angle de cette digue, un de mes hommes s'aventura pour saisir les rênes flottantes du cheval. Il l'atteignit, souleva l'animal expiré. Nous vîmes alors apparaître la botte blanche et l'éperon d'or que portait le duc. Mais au même instant, l'eau s'enfla, comme si elle se fût indignée de se voir arracher sa proie. Mon gendarme lâcha prise pour n'être point entraîné, et tout disparut. Nous n'aurons pas même la consolation de donner une sépulture chrétienne à notre prince. » « Mort, mort lui aussi, l'héritier de la couronne. Quel désastre !» Rémy se retourna vers sa compagne, et avec une expression impossible à rendre, « Il est mort, madame, dit-il, vous voyez. »« Soit loué le Seigneur qui m'épargne un crime, répondit-elle en levant en signe de reconnaissance les mains et les yeux au ciel. « Oui, mais il nous enlève la vengeance, répondit Rémy. Dieu a toujours le droit de se souvenir. La vengeance n'appartient à l'homme que lorsque Dieu oublie. » Le comte voyait avec une espèce d'effroi cette exaltation des 2 étranges personnages qu'il avait sauvés de la mort. Il les observait de loin, de l'œil, et cherchait inutilement, pour se faire une idée de leurs désirs ou de leurs craintes, commenter leurs gestes et l'expression de leur physionomie. La voix de l'enseigne le tira de sa contemplation. « Mais vous-même, comte, demanda celui-ci, qu'allez-vous faire ?» Le comte tressaillit. « Moi, dit-il. Oui, vous. »« J'attendrai ici que le corps de mon frère passe devant moi, répliqua le jeune homme avec l'accent d'un sombre désespoir. Alors moi aussi je tâcherai de l'attirer à terre, pour lui donner une sépulture chrétienne, et croyez-moi, une fois que je le tiendrai, je ne l'abandonnerai pas. » Ces mots sinistres furent entendus de Rémy, et il adressa au jeune homme un regard plein d'affectueux reproches. Quant à la dame, depuis que l'enseigne avait annoncé cette mort du duc d'Anjou, elle n'entendait plus rien. Elle priait. 71. Transfiguration. Après qu'elle eut fait sa prière,
La compagne de Rémi se souleva si belle et si radieuse que le comte laissa échapper un cri de surprise et d'admiration. Elle paraissait sortir d'un long sommeil dont les rêves auraient fatigué son cerveau et altéré la sérénité de ses traits. Sommeil de plomb qui imprime au front humide du dormeur les tortures chimériques de son rêve. Ou plutôt, c'était la fille de Jaïr, réveillée au milieu de la mort sur son tombeau et se relevant de sa couche funèbre, déjà épurée et prête pour le ciel. La jeune femme, sortie de cette léthargie, promena autour d'elle un regard si doux, si suave et chargé d'une si angélique bonté, que Henri, crédule comme tous les amants, se figura la voir s'attendrir à ses peines et céder enfin à un sentiment, sinon de bienveillance, du moins de reconnaissance et de pitié. Tandis que les gendarmes, après leur frugal repas, dormaient çà et là dans les décombres, tandis que Rémi lui-même cédait au sommeil et laissait sa tête s'appuyer sur la traverse d'une barrière à laquelle son banc était appuyé, Henri vint se placer près de la jeune femme, et d'une voix si basse et si douce qu'elle semblait un murmure de la brise. « Madame, dit-il, vous vivez. Oh, laissez-moi vous dire toute la joie qui déborde de mon cœur, lorsque je vous regarde ici en sûreté, après vous avoir vu là-bas sur le seuil du tombeau. C'est vrai, monsieur, répondit la dame, je vis par vous, et, ajouta-t-elle avec un triste sourire, je voudrais pouvoir vous dire que je suis reconnaissante. Enfin, madame, reprit Henri avec un effort sublime d'amour et d'abnégation, quand je n'aurais réussi qu'à vous sauver pour vous rendre à ceux que vous aimez. Que dites-vous ? Demanda la dame. À ceux que vous alliez rejoindre à travers tant de périls, ajouta Henri. Monsieur, ceux que j'aimais sont morts. Ceux que j'allais rejoindre le sont aussi. Oh, madame, murmura le jeune homme en se laissant glisser sur ses deux genoux, jetez les yeux sur moi qui ai tant souffert, sur moi qui vous ai tant aimé. Oh, ne vous détournez pas, vous êtes jeune, vous êtes belle comme un ange des cieux. Lisez bien dans mon cœur que je vous ouvre, et vous verrez que ce cœur ne contient pas un atome de l'amour comme le comprennent les autres hommes. Vous ne me croyez pas ? Examinez les heures passées, pesez-les une à une. Laquelle m'a donné la joie ? Laquelle l'espoir ? Et cependant, j'ai persisté. Vous m'avez fait pleurer, j'ai bu mes larmes. Vous m'avez fait souffrir, j'ai dévoré mes douleurs. Vous m'avez poussé à la mort. J'y marchais sans me plaindre. Mais en ce moment où vous détournez la tête, où chacune de mes paroles, toute brûlante qu'elle soit, semble une goutte d'eau glacée tombant sur votre cœur, mon âme est pleine de vous, et je ne vis que parce que vous vivez. Tout à l'heure, n'allais-je pas mourir près de vous ? Qu'ai-je demandé ? Rien. Votre main l'ai-je touchée ? Jamais, autrement que pour vous tirer d'un péril mortel. Je vous tenais entre mes bras pour vous arracher au flot. Avez-vous senti l'étreinte de ma poitrine ? Non. Je ne suis plus qu'une âme, et tout en moi a été purifié au feu dévorant de mon amour. Oh, monsieur, par pitié, ne me parlez point ainsi. Par pitié aussi, ne me condamnez point. On m'a dit que vous n'aimiez personne. Oh, répétez-moi cette assurance, c'est une singulière faveur, n'est-ce pas, pour un homme qui aime que de s'entendre dire qu'il n'est pas aimé ? Mais je préfère cela, puisque vous me dites en même temps que vous êtes insensible pour tous. Oh, madame, madame, vous qui êtes la seule adoration de ma vie, répondez-moi. Malgré les instances de Henri, un soupir fut toute la réponse de la jeune femme. Vous ne me dites rien, reprit le comte. Rémi, du moins, a eu plus pitié de moi que vous. Il a essayé de me consoler, lui. Oh, je le vois, vous ne me répondez pas, parce que vous ne voulez pas me dire que vous alliez en Flandre rejoindre quelqu'un plus heureux que moi qui suis jeune cependant, que moi qui porte en ma vie une partie des espérances de mon frère, que moi qui meurs à vos pieds sans que vous me disiez « j'ai aimé, mais je n'aime plus » ou bien « j'aime, mais je cesserai d'aimer ». « Monsieur le comte, » répliqua la jeune femme avec une majestueuse solennité, « ne me dites point de ces choses qu'on dit à une femme. Je suis une créature d'un autre monde, et ne vis point en celui-ci. Si je vous avais vu moins noble, moins bon, moins généreux, si je n'avais pour vous au fond de mon cœur
le sourire tendre et doux d'une sœur pour son frère, je vous dirai, levez-vous, monsieur le comte, et n'importunez plus des oreilles qui ont horreur de toute parole d'amour. Mais je ne vous dirai pas cela, monsieur le comte, car je souffre de vous voir souffrir. Je dis plus. À présent que je vous connais, je vous prendrai la main, je l'appuierai sur mon cœur, et je vous dirai volontiers. Voyez, mon cœur ne bat plus. Vivez près de moi si vous voulez, et assistez jour par jour, si telle est votre joie, à cette exécution douloureuse d'un corps tué par les tortures de l'âme. Mais ce sacrifice que vous accepteriez comme un bonheur, j'en suis sûr. Oh oui, s'écria Henri. Eh bien, ce sacrifice, je dois le repousser. Dès aujourd'hui, quelque chose vient d'être changé en ma vie. Je n'ai plus le droit de m'appuyer sur aucun bras de ce monde, pas même sur le bras de ce généreux ami, de cette noble créature qui repose là-bas, et qui a pendant un instant le bonheur d'oublier. Hélas, pauvre Rémi, continua-t-elle en donnant à sa voix la première inflexion de sensibilité que Henri eut remarquée en elle. Pauvre Rémi, ton réveil à toi aussi va être triste. Tu ne sais pas les progrès de ma pensée, tu ne lis pas dans mes yeux, tu ne sais pas qu'au sortir de ton sommeil, tu te trouveras seul sur la terre, car seul, je dois monter à Dieu. « Que dites-vous » s'écria Henri. « Pensez-vous donc à mourir aussi, vous » Rémi, réveillé par le cri douloureux du jeune comte, souleva sa tête et écouta. « Vous m'avez vu prier, n'est-ce pas » continua la jeune femme. Henri fit un signe affirmatif. Cette prière, c'était mes adieux à la terre. Cette joie que vous avez remarquée sur mon visage, cette joie qui m'inonde en ce moment, c'est la même que vous remarqueriez en moi si l'ange de la mort venait me dire « Lève-toi, Diane, et suis-moi au pied de Dieu. » « Diane, Diane, murmura Henri, je sais donc comment vous vous appelez. Diane. Non, chérie, non, adorée. » Et l'infortuné se coucha aux pieds de la jeune femme, en répétant ce nom avec l'ivresse d'un indicible bonheur. « Oh, silence !» dit la jeune femme de sa voix solennelle. « Oubliez ce nom qui m'est échappé. Nul, parmi les vivants, n'a droit de me percer le cœur en le prononçant. »« Oh, madame, madame !» s'écria Henri. « Maintenant que je sais votre nom, ne me dites pas que vous allez mourir. »« Je ne dis pas cela, monsieur, » reprit la jeune femme de sa voix grave. « Je dis que je vais quitter ce monde de larmes, de haine, de sombres passions, d'intérêts vils et de désirs sans nom. Je dis que je n'ai plus rien à faire parmi les créatures que Dieu avait créées mes semblables. Je n'ai plus de larmes dans les yeux, le sang ne fait plus battre mon cœur, ma tête ne roule plus une seule pensée, depuis que la pensée qui l'emplissait tout entière est morte. Je ne suis plus qu'une victime sans prix, puisque je ne sacrifie rien, ni désir, ni espérance, en renonçant au monde. Mais enfin, tel que je suis, je m'offre au Seigneur. Il me prendra en miséricorde, je l'espère. Lui qui m'a fait tant souffrir et qui n'a pas voulu que je succombasse à ma souffrance. » Rémi, qui avait écouté ces paroles, se leva lentement et vint droit à sa maîtresse. « Vous m'abandonnez » dit-il d'une voix sombre. « Pour Dieu » répliqua Diane, en levant vers le ciel sa main pâle et amaigrie, comme celle de la sublime Madeleine. « C'est vrai » répondit Rémi en laissant retomber sa tête sur sa poitrine. « C'est vrai » Et comme Diane abaissait sa main, il la prit de ses deux bras, l'étreignit sur sa poitrine comme il eût fait de la relique d'une sainte. « Oh, que suis-je auprès de ces deux cœurs » soupira le jeune homme avec le frisson de l'épouvante. « Vous êtes, » répondit Diane, « la seule créature humaine sur laquelle j'ai attaché 2 fois mes yeux, depuis que j'ai condamné mes yeux à se fermer à jamais. » Henri s'agenouilla. « Merci, madame, dit-il. Vous venez de vous révéler à moi tout entière. Merci, je vois clairement ma destinée. À partir de cette heure, plus un mot de ma bouche, plus une aspiration de mon cœur ne trahiront en moi celui qui vous aimait. Vous êtes au Seigneur, madame. Je ne suis point jaloux de Dieu. » Il venait d'achever ces paroles et se relevait pénétré de ce charme régénérateur qui accompagne toute grande et immuable résolution. Quand,
Dans la plaine encore couverte de vapeur, qui allait s'éclaircissant d'instant en instant, retentit un bruit de trompette lointaine. Les gendarmes sautèrent sur leurs armes et furent à cheval avant le commandement. Henri écoutait. « Messieurs, messieurs !» s'écria-t-il. « Ce sont les trompettes de l'amiral. Je les reconnais, je les reconnais. Mon Dieu, Seigneur, puisse-t-elle m'annoncer mon frère ?» « Vous voyez bien que vous souhaitez encore quelque chose, lui dit Diane, et que vous aimez encore quelqu'un. Pourquoi donc choisiriez-vous le désespoir, enfant, comme ceux qui ne désirent plus rien, comme ceux qui n'aiment plus personne ?»« Un cheval !» s'écria Henri. « Qu'on me prête un cheval !»« Mais par où sortirez-vous ?» demanda l'enseigne, « puisque l'eau nous environne de tous côtés. »« Mais vous voyez bien que la plaine est praticable, vous voyez bien qu'ils marchent, eux, puisque leur trompette sonne. »« Montez en haut de la chaussée, monsieur le comte, » répondit l'enseigne. « Le temps s'éclaircit et peut-être pourrez-vous voir. »« J'y vais, » dit le jeune homme. Henri s'avança, en effet, vers l'éminence désignée par l'enseigne. Les trompettes sonnaient toujours par intervalles, sans se rapprocher ni s'éloigner. Rémi avait repris sa place auprès de Diane. Merci pour votre écoute jusqu'à présent. Suite au prochain épisode. À bientôt.